Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi 20 avril 2022. Je continue la lecture du livre écrit par Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, à la partie qu'il consacre à Platon et au chapitre relatif à la politique, le chapitre 5. Donc je continue ma lecture et avec enrichi de quelques commentaires naïfs et extrapolés. Toute forme de gouvernement tend à sa perte par l'exagération du principe qui en est la base. L'aristocratie se ruine en limitant trop étroitement le cercle détenteur du pouvoir. Ça, c'est intéressant. Voilà, l'aristocratie se ruine en limitant trop étroitement le cercle détenteur de pouvoir. Trop peu de gens ont le pouvoir par rapport à l'ensemble. Et on peut voir la similitude avec les mauvaises démocraties dans lesquelles nous sommes actuellement. Le peuple, la majorité du peuple n'a pas droit à la parole de manière euh, facile. Sa voix est inaudible dans les médias. Les médias donc rapportent surtout la parole de ce qu'on pourrait considérer comme l'élite, donc un petit groupe d'êtres humains. En fait, il y a très peu de gens qui passent dans les médias réellement, qui parlent, qui commentent, qui analysent, qui réfléchissent aux, à- aux conditions du peuple, à ce que demande le peuple. Il n'y a pas des représentants du peuple comme on a pu en voir de manière extrêmement épisodique et très et courte en temps dans la période des Gilets jaunes. Là, les médias invitaient quelques têtes d'affiche de ces Gilets jaunes, etc. Il y a eu quelques tentatives, quelques décennies avant, pour euh, mettre en relation euh, les élites politiques et, et des représentants du peuple, enfin des gens choisis au hasard dans le peuple pour poser des questions aux élites. Et ça a été un tel euh, fiasco fait, au fond pour les élites qui se sont montrées. Je me rappelle d'un débat comme ça où les élites se sont montrées véritablement beaucoup plus puériles, beaucoup moins responsables, beaucoup moins citoyens d'une certaine façon que le peuple qui les interrogeait, qui était sur les gradins. Je ne sais plus sur quelle chaîne ça se passait, mais c'était flagrant, quoi. Et comme ça a été flagrant à l'époque des Gilets jaunes, quand certains Gilets jaunes venaient s'exprimer à la télévision dans les débats sur, euh, sur les chaînes politiques, on voyait à quel point il y avait une véritable euh, maturité politique, une maturité de pensée qui était exemplaire chez certains, hein, chez la plupart, et qui mettait vraiment le doigt sur les vraies questions. Enfin, il n'y avait pas. Et ce qui est incroyable, c'est que les journalistes vedettes qui interrogent là, qui sont ces vedettes qui sont chez BFM, chez CNews, chez LCI, etc., qui animent ces débats, etc., ils sont tous extrêmement intelligents, extrêmement pertinents. Donc, lorsqu'ils ne sont pas pertinents, lorsqu'ils ne posent pas les questions pertinentes, lorsqu'ils ne révèlent pas les, les ambiguïtés politiques, ils le font sciemment parce ils sont conscients de ce qui se passe. Donc, c'est là où la mauvaise foi, et ça serait intéressant d'analyser pourquoi, comment arrive-t-il à vivre avec cette mauvaise foi?
Là, il faudrait voir ce qu'en dit Sartre euh, de, de la mauvaise foi. L'homme est conscient qu'il est de mauvaise foi et il joue le jeu de ce qu'il veut représenter. Et donc, ces animateurs de télé savent très bien ce qu'il faudrait dire, ce qu'il faudrait répondre à un homme politique, ce qu'il faudrait poser comme question vraiment pertinente à un homme politique. Est-ce que vous, voilà, et on le voit constamment, et là en période de guerre, c'est une apothéose de mauvaise foi en réalité. Il y a un jeu sur la mauvaise foi qui est assez ahurissant, quoi. Voilà. Donc, l'aristocratie se ruine en limitant trop étroitement le cercle détenteur du pouvoir. L'oligarchie se perd par la recherche inconsidérée du gain immédiat. Et je pense qu'on cumule aristocratie, démocratie aristocratique, plus une oligarchie euh, thésaurisante. Dans les deux cas, le régime sombre dans la révolution. Et alors, ce qui est... Parce qu'on on oscille entre les gens, quand on les écoute parler, euh, le vulgum pecum, je ne sais pas comment on dit, tout le monde dit, mais il va y avoir une révolution, ça ne peut plus durer, on est dans quelque chose de pré-révolutionnaire, etc. Il y a ce sentiment chez la plupart des gens, ce sentiment-là. Et en fait, ça ne vient pas, il n'y a pas de révolution, les révolutions sont bloquées, que ça soit ici, aux États-Unis, n'importe où. Les grands mouvements, ils ont été neutralisés par les puissants. Et donc on a l'impression que c'est râpé, quoi, qu'il n'y a pas, il y a rien qui bouge réellement, et qu'en plus ils peuvent se permettre de rester sourds derrière un mouvement populaire, ils peuvent se permettre de continuer comme avant, sans complexe en fait, les leaders. Mais ce qu'on oublie, c'est le temps qu'il y a de gestation dans les grands changements. Alors, moi, je suis contre une révolution violente. Je suis contre les révolutions violentes de type la Révolution française, la Révolution bolchevique, etc. Pourquoi? Parce que le peuple ne sort pas vainqueur directement. Il faut du temps pour qu'il puisse trouver sa place. Évidemment, le peuple russe, par exemple, a eu des bénéfices de cette révolution à un certain moment. Mais en même temps, ceux qui ont pris le pouvoir, c'était les pires du peuple. Pas les pires, mais enfin, ça n'a pas été la meilleure élite. C'est pour ça que l'aristocratie, qu'elle soit communiste ou qu'elle soit d'une autre nature, ou qu'elle soit aristocrate simple, elle ne met pas au pouvoir forcément les meilleurs. C'est pour ça que la démocratie est encore le meilleur système. S'il était bien utilisé, s'il était respecté, si la démocratie était respectée, ça serait le meilleur système, parce qu'on ferait émerger la démocratie, c'est la capacité de faire émerger les meilleurs de l'élite, les meilleurs du peuple, de l'élite, de l'ensemble qui constitue le peuple. Donc on les fait monter, ils montent au leadership, ils émergent
on leur donne les meilleures places, il n'y a pas de copinage, de trucs, le meilleur est à la meilleure place, etc. Donc ça fonctionne très bien. C'est ce qu'on a retrouvé dans les années où l'ascenseur social fonctionnait parfaitement bien. Les meilleurs de toutes les classes se retrouvaient en haut pour gérer les meilleurs endroits, quoi. Voilà, pour gérer tout ce qui est gestion, en fait. Et en plus, ils se mélangeaient, les gens issus du peuple et les gens issus de la bourgeoisie et de l'aristocratie étaient ensemble et donc mélanger leurs qualités, transférer leurs qualités. Donc dans un système bien irrigué où l'ascenseur social fonctionne à merveille, la démocratie, c'est la perfection. C'est les meilleurs de tous les bords arrivent en haut pour faire la politique, pour mettre en place la politique que auquel le peuple aspire. Et donc il faut pouvoir entendre l'aspiration du peuple. Que veut le peuple, à quoi il aspire? Et est-ce qu'il aspire, par exemple, à un néolibéralisme comme on l'a connu, à un libéralisme féroce, pas respectueux, qui pille tous les richesses de l'État, les acquis sociaux, etc. Jamais de la vie. Si on interrogeait réellement le peuple, et maintenant c'est difficile parce qu'on l'a abêti en plus pour pouvoir l'abuser dans ces 40 ans, et un peu partout d'ailleurs. Hein. C'est ici, mais c'est dans la plupart des démocraties, on a abêti les peuples. Et je trouve que, enfin voilà, on verra l'avenir, ce que ça réserve, cet abêtissement à l'ensemble de la société occidentale. À mon avis, ça a été un tort. Mais voilà, il n'y a pas de réflexion là-dedans. C'est l'instinct qui parle. C'est l'instinct qui a construit ce modèle comme ça. C'est pas une décision, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas les dominants, ils cherchent pas à thésauriser tous les, tous les privilèges par calcul, c'est par instinct, tout simplement. Donc, quand il y a un barrage suffisant, quand il y a un système normatif de loi qui le bloque suffisamment, quand il y a un chef d'État, un gouvernement suffisamment fort, plus fort que l'oligarchie pour mettre au pli l'oligarchie et la contraindre à être juste et à pas abuser du peuple, tout fonctionne parfaitement bien. C'est pas le cas depuis des années, depuis ces décennies. Donc dans les deux cas, le régime sombre dans la révolution. Quand la révolution survient, alors voilà, moi je suis pour une révolution, pour revenir à ça, je suis pour une révolution de velours, une révolution douce, mais pour une révolution, effectivement, pour un changement de système global, changer ce néolibéralisme, revenir à un libéralisme, pour moi, qui serait un libéralisme symbiotique, donc qui prendrait le meilleur de tous les autres systèmes, de l'anarchisme, du communisme, etc. Voilà, du marxisme, de tous les autres systèmes, de prendre le meilleur avec le fondement majeur qu'est la liberté proposée par le libéralisme. C'est pour ça que le libéralisme est aussi intéressant quand il est bien fait, parce qu'il propose, c'est lui qui propose le plus de liberté finalement. Bon, si on accepte l'anarchisme qui ne peut pas se constituer avec le niveau de conscience que nous avons. Il est encore trop bas notre niveau de conscience. Nous sommes encore trop soumis à nos pulsions pour vivre
un, un anarchisme correct, c'est-à-dire ou sans foi ni loi, enfin sans loi, et que chacun soit apte à ne pas empiéter sur la liberté des autres, à ne pas abuser ses congénères, voilà, à ne pas thésauriser les privilèges, etc., etc. Si on avait atteint déjà ce niveau de conscience, l'anarchisme, ça serait l'idéal. Et c'est l'avenir de l'humanité. L'humanité aboutira à l'anarchisme, c'est-à-dire que chacun sera maître de lui-même et libre et entièrement, et personne, aucun homme ne sera un loup pour un autre homme, donc on sera en paix entière, parfaite. On arrivera à cet état-là. On y va doucement, mais on y va. Et il faudra évidemment encore des siècles pour y parvenir. Et donc, pour passer des paliers, pour sortir du néolibéralisme, une révolution de velours, je pense qu'elle viendra. Elle viendra peut-être après cette reprise en main par le guerrier, quoi, hein, à travers la guerre qui se fait, mais la guerre finira. Ce moment de guerre sera dépassé. Et là, ça ne sera pas un retour, ce retour à l'ordre qu'on vit là à travers, parce qu'il y a cette guerre, sera dépassé au profit de quelque chose qui sera beaucoup plus humain, beaucoup plus fraternel, etc. Comme ce qu'on a connu, mais en mieux, puisqu'on aura encore franchi des paliers, ce qu'on a connu à la sortie de la guerre 39-45, avec le comité de la résistance, etc. Voilà. Donc il y a à ce moment-là une impulsion positive qui vient. Mais il faut passer par le chaos. Et c'est pourquoi, je pense, les Russes parlent d'une troisième guerre mondiale. Et il n'est pas dit que nous ne soyons pas à l'aurore d'une troisième guerre mondiale. Là, c'est très tôt pour l'instant. Donc, même pour un système révolutionnaire, il faut des fois des décennies de gestation. Et même pour sortir d'une guerre et revenir à s'entendre, comme ce qui s'est passé entre les Allemands et les Français, par exemple, à la sortie de la guerre 39-45. Voilà, pendant la guerre 39-40, l'Occident a diabolisé les Allemands, et même à la sortie de la guerre, ça existe encore, hein, les noms d'oiseaux, la haine. Voilà, quand on stimule la haine dans un peuple, eh ben, il ne faut pas s'étonner qu'elle soit là. C'est ce qu'on est en train de faire avec la Russie. On stimule les médias, les politiques, les dominants, le système veut qu'on diabolise la Russie et qu'on déteste ce système-là. Et donc, il y a toujours à la marge 5 ou 6 ou 10% d'êtres humains qui sont primaires et qui vont défouler leur haine et garder cette haine de l'autre, voilà, cette peur de l'autre. On l'a fait avec le péril jaune, les Américains l'ont fait avec le péril jaune, le péril rouge, etc. etc. Voilà, c'est la diabolisation, et c'est les dominants qui instillent cela au peuple via les médias. Et on est encore exactement dans ce mécanisme-là, simplement parce que les médias ne sont pas libres. Le jour où les médias seront déconnectés du politique et de l'oligarchique et seront centraux entre le peuple et les dominants, le problème sera réglé. Tant que les médias sont vassalisés chez les dominants, et ils ont beau dire quoi que ce soit, parler de liberté ou quoi que ce soit, ils n'ont jamais peut-être même été aussi soumis aux dominants, jamais, que depuis les 40 années qui sont passées, avec une apothéose en ce moment avec la guerre. C'est les médias occidentaux, je parle. C'est hallucinant à ce degré-là de constater ça, quoi, de dire mais comment des médias qui se disent démocratiques
sont arrivés à être aussi propagandistes, quoi. Ça paraît incroyable de qu'il y ait eu un tel concert de, de, de reproduction de ce que veulent imposer les dominants, d'acceptation de ce que veulent faire accepter les dominants au peuple. Et ça, voilà, c'est pour ça que depuis longtemps, je lutte contre contre la prison dans laquelle l'oligarchie maintient les journalistes, le monde médiatique. C'est voilà, parce que je sais que ça passe par ça. C'est eux qu'il faut libérer en fait. Voilà, la libération, elle peut venir qu'à partir d'eux. Parce que la liberté existe dans les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux n'ont qu'une influence minime sur le peuple en réalité. Voilà, il y a peut-être ça va toucher 20-30% de la population française. La grande majorité, elle est soumise à la télévision parce qu'elle n'a pas le temps d'aller chercher les informations dans les réseaux sociaux. Elle en a peur, on a diabolisé aussi les réseaux sociaux, etc. Et elle n'a pas le temps, enfin bon bref, et donc elle s'informe essentiellement par la télévision et on n'a pas donné à ce peuple, à notre peuple, au peuple occidental, on n'a pas donné, on n'a pas développé suffisamment d'esprit critique depuis des années et donc voilà, c'est très facile d'admettre exactement ce qu'on propose. Et ça, c'est quand même assez terrible quand on y réfléchit. Les deux cas donc sombrent dans la révolution. Quand la révolution survient, elle peut paraître résulter de causes minimes et de futiles caprices. Ben oui, c'est exactement ce qui s'est passé au début avec les Gilets jaunes. Ça semblait complètement futile en fait le déclencheur. Et c'est vraiment incroyable. Parce que ça part du futile. Parce qu'au fond, il faudrait tellement longtemps pour dire, pour sortir tout ce que le peuple a comme revendication, qu'il prend une revendication et ça devient son leitmotiv. L'occasion peut être négligeable, mais l'événement n'est que le résultat précipité de torts graves accumulés. Tout est dit, c'est incroyable. Quand un corps est maladif, il suffit de la plus petite cause extérieure pour qu'il tombe malade. Ouvrez les guillemets. La démocratie prend naissance lorsque les pauvres, ayant vaincu leurs adversaires, tuent les uns, chassent les autres et donnent à ceux qui restent une part égale du gouvernement et des magistratures. Lorsque les pauvres, parce que ça existait alors ça à l'époque de Platon, les pauvres qui ont vaincu tuent leurs adversaires, tuent les uns, chassent les autres, etc. Mais la démocratie elle-même cause sa propre perte par excès de démocratie. Son principe fondamental est le droit égal pour tous d'occuper les charges publiques et de déterminer la politique de l'État. À première vue, c'est là une organisation idéale. Elle devient désastreuse parce que le peuple n'a pas l'éducation suffisante pour choisir les meilleurs chefs et prendre les plus sages partis. C'est ça le problème. Il y a eu des moments où on pouvait choisir les meilleurs chefs, mais le fait que l'oligarchie domine les médias, ils font élire ceux qu'ils veulent et qui ne sont pas forcément les meilleurs. Et ça dégrade les démocraties. C'est ça qui est vraiment incroyable. Les meilleurs sont écartés bien souvent. Et là, dans ces 40 ans, c'est évident, par exemple en France, comment les meilleurs ont été écartés au profit des moins bons, quoi. C'est vraiment dingue, à quelques exceptions près. Mais c'est bien souvent ça.
les bons, ils sont tellement épuisés par la lutte, il faut tellement être un vorace, être un tueur en quelque sorte, que ceux qui ne sont pas comme ça, qui sont humains, quoi, qui ont le plus d'humanité, le moins de fibres, euh, de fibres du tueur, quoi, eh ben, ils préfèrent démissionner, aller élever des abeilles ou faire autre chose, quoi. Ils peuvent pas passer, voilà. C'est, ils, ils jettent l'éponge parce que le combat est trop violent. Et donc, ce sont les violents qui l'emportent. Et les violents, eh ben, ils installent la violence dans la société. S'il y a autant de violence depuis 20-30 ans dans l'humanité, un peu partout, des guerres qui sont déclarées, lancées au Mali, en Libye, en Irak, en Syrie, etc., c'est parce que les violents sont à la commande. C'est eux qui instillent le truc. Et les doux ne sont pas, sont écartés. Voilà. Mais la démocratie elle-même cause sa perte. Voilà. Par excès de démocratie, son principe fondamental est le droit égal. Donc oui, à première vue, c'est là, etc. Elle devient désastreuse parce que c'est là une organisation idéale. Elle devient désastreuse parce que le peuple n'a pas l'éducation suffisante pour choisir les meilleurs chefs et prendre les plus sages partis. D'où l'importance d'éduquer le peuple, de lui donner du libre arbitre, de lui donner la capacité de juger correctement, de lui donner de la, de, un esprit critique, etc., de l'éduquer politiquement, etc., etc. C'est quand même ahurissant que ce néolibéralisme ait engendré ce qu'on voit à la télévision, quoi. Voilà, il n'y a rien à dire sur les, sur les gens qui passent, voilà, je sais pas moi, toutes ces séries là, les Marseillais, les ci, les ça, etc. Ces émissions qui, qui montrent une sorte d'abandon, quoi, d'éducation, qui montrent que l'État n'a pas fait son travail, tout simplement parce qu'il a été détourné de sa mission par l'oligarchie. L'oligarchie a pris sa tête, quoi. Il lui a pris la tête. Voilà, occupez-vous de nous, de moi, etc. Donc, les dominants, les leaders politiques ont été vampirisés par cette oligarchie. Ils sont sous le coup de tous les lobbies, des lobbies. Il y en a des quantités autour de ces hommes politiques qui les écartent du peuple, en fait, et qui les pousse à des absurdités, voilà, à aller chercher, là actuellement, avec le problème des cabinets conseils, mais c'est une aberration. Au lieu de faire une élite venue du peuple et des élites, de l'ensemble, construire une vraie élite capable de gérer tous les problèmes de la société qu'on a donné à ces structures-là, à ces structures euh, privées qu'on a grassement payées, ben c'est simplement parce que ils ont réussi à leur prendre la tête aux hommes politiques. Ils n'ont plus vu ce qui se passait. Et c'est ça le problème, c'est que là, on met en place des hommes politiques qui sont fragiles psychologiquement, qui n'ont pas la force de dire non, qui sont narcissiques, donc qui ont une sorte de vénération des élites. Voilà, ça a commencé avec les Mitterrand qui sont euh, qui
qui vont bader des types comme Tapi ou des choses comme ça. Et puis ça a continué, quoi. Voilà, on est comme ça. Ces hommes politiques sont, donc en étant narcissiques, ils valorisent les élites, les célébrités, les trucs comme ça. Ils veulent circuler avec eux, ils veulent être dans ce monde des célébrités. Les chefs d'État se marient avec les comédiens, les trucs, etc. Enfin, on est dans cette mouvance de choses. Et donc, ces chefs d'État qui sont fragiles psychologiquement se laissent déborder par la puissance de feu de ces lobbies, de ces groupes qui sont là autour d'eux et qui réclament moi je veux ça, donnez-nous ça, etc. Et ça fait qu'il n'a plus l'espace mental pour voir le peuple, pour s'occuper du peuple. Et le peuple a été totalement négligé pendant ces 4 décennies. Et chaque homme d'État qui se sont succédés étaient dans cette veine-là. Ils étaient incapables de voir le peuple, tout simplement. Et d'où l'explosion gilet jaune et d'où la souffrance qu'on peut vivre en ce moment, que le peuple vit en ce moment. Et d'où les résultats qui ont été faits avec la guerre, avec voilà, les lobbies militaires sont au-dessus de tout le monde. Quand un chef d'État comme le général de Gaulle, ou même Pompidou, ou même voilà, ces chefs d'État-là se laissaient pas influencer par ces lobbies. Ils auraient pas, voilà, ils ont tenu tête à tous ceux qui auraient voulu faire des guerres ou quoi que ce soit. Ils étaient suffisamment intelligents, suffisamment courageux, suffisamment égocentrique, parce que voilà la différence entre l'égocentrique et le narcissique. Le narcissique est vulnérable à l'élitisme. Voilà, il est vulnérable du côté de l'élitisme. L'égocentrique, il sait ce qu'il est. Le narcissique ne le sait pas. L'égocentrique, De Gaulle savait ce qu'il était. Il n'en avait rien à foutre d'aller dans les soirées, etc., de se faire gargariser par l'élite. Et nos chefs d'État depuis Mitterrand, c'est ça. C'est des gens qui sont vulnérables parce qu'ils sont dans le narcissisme. Et c'est à partir de là que le narcissisme a pris le pouvoir sur l'égocentrisme en politique. Et ça, c'est pour moi notre catastrophe. Mais c'est ce qui devait se faire, puisque ça s'est fait, parce qu'il faut toujours reprendre les fondements de la mécanique universelle. Si ça s'est joué comme ça, c'est qu'il fallait passer par une période narcissique et il faut peut-être encore être là-dedans. Et peut-être qu'il faut aller au pire, à l'obscénité, c'est-à-dire la guerre, aller jusqu'au bout de cette obscénité-là. Ce qu'on est en train de voir, une aberration morale, c'est-à-dire que l'Occident dit il ne faut pas la guerre, mais elle enrichit à tout prix, elle alimente le feu, il faut éteindre le feu, mais elle alimente le feu, etc. Enfin, on voit à quel point c'est une horreur morale, ce qui se passe dans les choses des deux côtés. Hein. Voilà, il y a l'horreur de Poutine qui voit qu'il est en train de détruire entièrement un pays et qui ne peut pas s'arrêter. Et il y a l'Occident qui entretient le feu, qui alimente et qui se fout complètement des civils, des trucs, enfin voilà, dans leur cabinet ministériel, disent on va envoyer tant de trucs, tant de bombes, etc., tant d'armes. Sans tenir compte parce qu'ils ne peuvent pas se projeter sur la souffrance qu'ils engendrent. Voilà, c'est le narcissisme. Il peut pas
il ne peut pas voir la souffrance qu'il engendre. Et l'Occident, la plupart des pays occidentaux sont dirigés depuis très longtemps par le narcissisme. Voilà, merci de votre écoute.